Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, sœur Cécile. Bonsoir, monseigneur Crépy. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir et d'accueillir sœur Cécile Renoir et monseigneur Luc Crépy pour une conférence qui est donnée à l'occasion des 10 ans de l'encyclique Laudato Si. Alors, cette conférence est organisée par la pépinière Laudato Si, qui est le service de la pastorale de l'écologie intégrale du diocèse. Et nous cherchions une manière de célébrer cet anniversaire et aussi de nous donner un peu d'élan pour poursuivre le chemin de conversion écologique à laquelle le pape François nous a appelés il y a 10 ans. Monseigneur Crépy nous a proposé l'organisation d'une conférence et nous l'en remercions chaleureusement. Et sœur Cécile, dont le nom s'est vite imposé, nous fait l'honneur de sa présence. Donc, sœur Cécile, vous êtes religieuse de l'Assomption, cofondatrice et présidente du campus de la Transition. Vous êtes également professeure de philosophie aux facultés Loyola et vous enseignez à l'École des mines de Paris et à l'ESSEC, où vous dirigez le programme de recherche scientifique CODEV, Entreprise et Développement. Vous avez participé à la rédaction de plusieurs ouvrages autour de la transition écologique et sociale, dans les entreprises, le monde universitaire et aussi sur les ressources spirituelles. Nous avons indiqué d'ailleurs quelques références d'ouvrages dans le fond de la salle. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur les transformations initiées par l'enseignement du pape François dans l'encyclique Laudato Si et la manière d'y prendre part dans l'Église et dans la société, notamment au travail, en vue d'un monde plus sobre et solidaire. Voilà, je passe le micro à Marie-Odile, qui est membre de la pépinière et que je remercie chaleureusement pour animer la soirée. Merci Anne-Sophie pour l'organisation de cette soirée. Donc, nous sommes ensemble pour un petit peu moins de 2 heures. Je vais passer la parole à monseigneur Crépy qui va nous accueillir. Et ensuite, j'interrogerai sœur Cécile pendant environ 45 minutes sur la base de 5 questions. Donc, quelqu'un va passer dans la salle pour vous distribuer des petits papiers. Comme ça, vous pourrez noter vos questions et les poser après. Donc, après l'intervention de sœur Cécile, monseigneur Crépy va commenter, faire quelques commentaires pendant un quart d'heure. Et ensuite, on aura une demi-heure de temps de questions-réponses. Donc, voilà, vous pourrez à ce moment-là faire passer vos questions à l'aide de ces papiers, de manière à ce qu'il puisse y avoir un échange. Et merci à tous et toutes d'être là assez nombreux ce soir. On est très heureux que ce thème-là suscite beaucoup d'intérêt. Je passe la parole tout de suite. Alors, vous avez... Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents ce soir. L'encyclique Laudato Si, c'est une pierre nouvelle qui se met dans l'édifice de la doctrine sociale de l'Église. Je crois que c'est l'entrée de l'écologie intégrale, la réflexion sur ces questions-là, qui entre vraiment dans la doctrine sociale de l'Église. Vous connaissez, je pense tous, la doctrine sociale de l'Église, commencée par le pape Léon XIII, dont on parle un peu plus en ce moment parce qu'il y a un pape qui s'appelle Léon XIV, je pense que vous suivez un peu l'actualité. Et donc, cette réflexion de l'Église sur la vie en société, sur les grands problèmes sociaux, économiques, et finalement, avec le pape François, eh bien, il ajoute une pierre importante dans cet édifice avec Laudato Si. Et donc, il est important de fêter ce 10e anniversaire, non pas simplement pour fêter ce 10e anniversaire, mais je pense pour dire et redire l'actualité des questions qui sont dans ce texte, l'actualité et l'urgence par rapport aux questions écologiques. Et c'est, à mon avis, très révélateur que dans un diocèse, donc dans la vie de l'Église sur un territoire, dans les Yvelines, il y a un service diocésain, pépinière Laudato Si, qui porte en permanence ce souci de l'écologie, ce souci de retravailler Laudato Si, du développement, de toutes les questions qui sont portées par cette encyclique,
Et donc fêter cet anniversaire, ce 10e anniversaire, c'est aussi une manière de se dire bien comment on avance aujourd'hui, avec peut-être, Sœur Cécile, merci d'être là, avec peut-être des problématiques peut-être un petit peu nouvelles que vous nous direz peut-être par rapport à l'encyclique. Elle a 10 ans et des questions peut-être nouvelles surgissent. Dire que voilà, au cœur même de l'Église et la création, on en parlera peut-être tout à l'heure, est quelque chose qui a à voir profondément avec la foi chrétienne, eh bien, nous continuons le chemin ouvert par le pape François sur ces questions-là, ce chemin qui rejoint, je crois, beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou non, parce que c'est une question, je dirais, essentielle et fondamentale pour l'avenir de tous sur notre belle orange bleue qu'est la Terre. Et je laisse la parole à Sœur Cécile. Voilà. Merci Père et bonsoir à toutes et tous. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir et surtout très intéressée par les échanges que nous pourrons avoir parce qu'on va me poser des questions, mais je pense que les questions, elles sont posées finalement aussi à chacune et chacun d'entre nous. Voilà. Merci, Sœur Cécile. Donc, pour commencer, avant de nous projeter dans l'avenir, je vais vous demander de revenir 10 ans en arrière. Quand Laudato Si est paru, finalement, comment est-ce que vous l'avez reçu ? Qu'est-ce que ça a éventuellement changé en vous ? Comment est-ce que cela vous a fait bouger à titre personnel ? Alors, je dirais que ça a été une immense joie. C'est d'abord ça, le sentiment d'être extrêmement encouragée dans le travail que j'avais commencé sur ces sujets de transition écologique et sociale. Enfin, ça, c'est les termes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on parlait surtout du développement durable. Et en fait, j'avais écrit ma thèse en philosophie politique appliquée sur la question de la responsabilité éthique et politique des entreprises multinationales dans les pays du Sud, aujourd'hui on dirait des Suds, voilà, avec une bourse de la Caisse des dépôts et des enquêtes de terrain auprès des filiales d'abord de Total, Lafarge, Unilever et Michelin au Kenya et au Nigeria. Et puis ensuite, poursuivi par encourager aussi par à la fois ma congrégation, et c'était le fait de faire un doctorat était au départ le fruit d'une demande de Centre-Sèvres, qui s'appelle aujourd'hui les facultés Loyola, pour pouvoir enseigner au Centre-Sèvres justement. Et finalement, j'avais choisi donc une thèse sur ces sujets liés, disons, au capitalisme mondialisé, avec l'intuition que ça pouvait être intéressant, comme chrétienne aussi, de regarder les tensions qui traversent l'activité des grandes entreprises qui sont paradigmatiques du modèle économique et financier dans lequel nous sommes. Et donc, la réception de l'encyclique, pour moi, c'était vraiment un encouragement à poursuivre avec d'autres. Et rappelons que l'encyclique, elle était adressée non seulement aux chrétiens, aux catholiques, mais aux hommes et femmes de bonne volonté. Une invitation à chercher des chemins pour pouvoir justement écouter, comme le dit le pape François, à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres. Et donc, si je peux dire un petit mot de ce qui m'a beaucoup frappé à l'époque dans l'encyclique, c'était justement l'articulation entre une réflexion théologique qui touchait notamment à une anthropologie chrétienne, une invitation justement à ne pas alimenter ce que le pape dénomme un anthropocentrisme déviant, c'est-à-dire une focalisation sur la personne humaine qui ferait fi du soin de la création et de tous les êtres vivants. Et donc cette interrogation anthropologique qui nous amène à nous demander finalement quel type d'hommes et de femmes nous avons envie de voir grandir dans nos sociétés, mais dans quelle planète, et en essayant d'écouter justement ce cri de la terre, c'était une invitation justement en permanence aiguillonner la réflexion sur l'activité économique en se demandant comment elle permet ou pas de respecter alors ce qu'aujourd'hui on appellerait les frontières ou les limites planétaires, à la fois du point de vue environnemental et du point de vue social. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans ce texte de Laudato Si, c'était le ton très direct du pape. Moi, j'avais eu l'occasion de donner des cours au Centre-Sèvres sur
économie et pensée sociale de l'Église ou écologie et pensée sociale de l'Église. Et je dois dire, le style des encycliques jusqu'à Laudato Si était quand même un style qui n'était pas toujours très facile à lire. Et j'ai trouvé, alors peut-être j'avais un biais, mais en tout cas que c'était un texte qui se lisait assez facilement et qui avait beaucoup de souffle. Et du coup, j'ai été très frappée aussi par certaines formules percutantes du pape. Alors je me disais que j'allais en relire l'une ou l'autre parce que je pense qu'elles sont toujours d'actualité. Et dans un monde, malheureusement aujourd'hui, dans lequel il y a un reflux terrible sur les questions écologiques, alors qu'elles sont plus présentes que jamais, je trouve que c'est intéressant d'écouter ce que le pape disait, alors avec sa manière très par voie provocatrice de parler. Et je vais donner 2 exemples. Dans le numéro 123, dans lequel finalement le pape nous invite à regarder tous ceux qui sont invisibles dans nos sociétés et à nous dire que un modèle économique, financiarisé, court-termiste risque en permanence de ne pas nous faire regarder ceux qui sont au bord de la route. Alors, je le cite, dit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. » Donc c'est toujours cette idée qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs et qu'au fond, nos modèles économiques et financiers nous permettent de créer des richesses pour pouvoir ensuite les partager, mais voilà, au risque de laisser complètement de côté les plus pauvres, que ce soit les êtres humains ou les êtres vivants vulnérables également. Et du coup, au numéro 194, le pape aussi dénonce finalement une certaine rhétorique sur le développement durable. Donc, il n'utilise pas le terme développement durable, mais un peu ce qu'on appelait le gagnant-gagnant ou gagnant-gagnant-gagnant, là, en disant, en gros, le profit, la protection de l'environnement et la protection sociale doivent aller de pair. Et alors, le pape écrit « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Puis il poursuit en disant, au fond, donc attention à ce discours gagnant-gagnant qui évite en fait de regarder le fait qu'il y a des perdants. Mais alors il continue, et ça je trouve que c'est très intéressant parce que c'est aussi, du coup, c'est pas uniquement une dénonciation, mais aussi un appel. Il nous dit, il s'agit de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'autre part, la qualité réelle de vie des personnes diminue souvent à cause de la détérioration de l'environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes ou de l'épuisement de certaines ressources dans un contexte de croissance économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image. Fin de citation. Bon, le pape n'y va pas de main morte, mais je pense que c'est pour nous interpeller sur le risque que ce discours sur la RSE soit marginal. Et au fond, quand il nous dit qu'il faut redéfinir le progrès, et constatons qu'au fond, nos systèmes ont permis une certaine qualité de vie, et pour beaucoup d'hommes et de femmes à travers la planète, mais ils ont aussi des effets délétères. Il faut regarder ces effets-là parce qu'ils sont en train de nous empoisonner. Et moi, j'aime bien prendre l'image du gâteau et de cette logique de la croissance au sens de l'utilitarisme qui dit quelque chose qui paraît être du bon sens, de dire qu'il faut faire grossir le gâteau pour ensuite répartir les parts pour une population mondiale en expansion. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on confectionne ce gâteau et est-ce que la façon de le confectionner ne nous empoisonne pas collectivement ? Et c'est bien tout le problème aujourd'hui de toutes ces frontières planétaires. Là, c'est tout le vocabulaire du centre de Stockholm sur la résilience des sociétés qui nous invite à regarder ce qu'ils ont défini comme 9 frontières planétaires environnementales
qui touchent à la fois la question du climat, mais aussi la perte de biodiversité, puis en fait les questions de pollution à la fois des sols, des eaux, de l'air. Voilà, il y a donc ces 9 frontières qui sont l'une après l'autre en train d'être franchies. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, soit on arrive à des phénomènes irréversibles, soit il va être extrêmement difficile de revenir en arrière. Et donc là, ce que le pape dit très fortement comme interpellation à l'égard des entreprises, dire attention à un discours en fait, qui noie le poisson, au sens propre, enfin, je ne sais pas comment dire, mais, et puis qui, au fond, ne nous permet pas de développer des activités économiques ou de, comme on dit, de rediriger les modèles d'affaires pour favoriser des modèles économiques qui soient vraiment à la hauteur de ces enjeux. Donc tout ça, moi, me semblait être, il y a 10 ans, et je pense que c'est encore plus que jamais d'actualité, une interpellation très forte, et à chaque fois à pas simplement s'occuper des normes nécessaires, et c'est évidemment fondamental, mais à s'interroger en profondeur à ce qui va permettre de traiter des questions au bon niveau. Donc à revenir aux enjeux, alors si on utilise les gros mots là, ontologiques, anthropologiques, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme vision de l'être humain, du rapport à la technique, du rapport ajusté au vivant, qui va nous permettre ensuite de développer des institutions ou de réformer nos institutions pour qu'elles aillent dans le bon sens. Donc voilà, c'était une formidable impulsion que donnait le pape, je trouvais, avec cette encyclique. Merci. Donc des paroles très fortes qui interpellent, qui peuvent déranger. Donc, comment le monde justement du travail et celui de la formation, éventuellement aussi comment votre congrégation ont reçu ce texte. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de changements concrets et quels étaient les éléments déclencheurs de ces changements? Alors, je dois dire que vis-à-vis du monde de l'entreprise, la réception initiale n'a pas toujours été très positive. Je me souviens de telle ou telle conférence aux EDC ou ailleurs, où il y avait quand même une partie de celles qui écoutaient, qui me disaient « mais le pape est communiste, il ne sait pas ce que c'est que la vie économique réelle ». Voilà, et donc, et il se trouve que j'ai donné une anecdote, enfin c'est pas qu'une anecdote, ça m'a énormément frappée. En fait, quand je faisais mon doctorat, j'avais rencontré quelqu'un qui était un ancien garde suisse et qui était aux États-Unis, travaillant beaucoup avec Harvard Business School. Et bon, j'avais eu une bourse, donc toujours de la Caisse des dépôts, j'avais été aux États-Unis. Je l'avais rencontré et on avait sympathisé, on n'était pas d'accord sur tout. Et puis, alors en 2016, il m'a dit « Est-ce que tu accepterais de venir à une conférence que j'organise ?» Il était passé à l'Université catholique de Washington. Et c'était une grande conférence pour des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise américains et des théologiens et économistes. Et il me dit « Mais en fait, je ne trouve personne, me dit-il, qui accepte de présenter Laudato Si sous un jour positif. Donc, est-ce que tu peux venir ?» Bon, alors, je pense qu'il n'était pas très bien connecté à un certain nombre de catholiques américains qui auraient pu faire la conférence. Mais enfin, du coup, je me suis dit, allez, je vais dire oui. À l'époque, je n'étais pas aussi consciente qu'aujourd'hui de l'empreinte carbone de mes trajets en avion, je le reconnais. Et donc, je ne me suis pas trop posé de questions et je suis partie à Washington pour donner cette conférence. Et en fait, c'était 3 jours, c'était sur l'écologie intégrale. Et 2 jours sur les 3 jours étaient sur les questions d'écologie humaine. Bon, et pour tout vous dire aussi, c'était quelques mois avant la première élection de Trump, et je sentais bien que la plupart des gens qui étaient dans l'Assemblée allaient voter Trump. Parce qu'il y avait des grosses critiques à l'égard d'Obama, des questions de morale sexuelle, et voilà, d'un discours de la part des démocrates qui était perçu comme insuffisamment respectueux de l'écologie humaine. Voilà, alors, et moi j'intervenais le 3e jour avec le cardinal Turkson, que je connaissais un peu. Alors là, je savais qu'il était quand même aussi très positif sur l'encyclique. Mais je dois dire que c'est une des fois où j'ai fait la conférence. Et sur le coup, d'abord, il n'y avait pas tellement d'applaudissements, enfin, parce que j'y étais allée un peu fort. Et j'avais, enfin, en reprenant un peu fort, enfin, au sens, j'avais essayé de faire droit à ce que disait le pape. Et j'avais essayé quand même d'articuler ces propos avec des exemples très concrets de ce que je voyais dans mes terrains auprès de filiales de grands groupes. Et notamment, pendant une dizaine d'années, j'ai été au Nigeria à peu près 2 mois par an pour faire des enquêtes sur les effets de l'activité pétrolière sur le lien social et écologique. Voilà, donc ce qui m'a permis
de voir de près un certain nombre de problèmes posés par l'activité pétrolière dans le delta du Niger, et puis des projets aussi avec Danone pour l'empowerment de chiffonniers liés à des projets de recyclage du plastique de leurs bouteilles d'eau, à la fois en Indonésie, au Mexique, etc. Enfin voilà, j'avais quand même des cas très concrets qui me permettaient d'analyser avec pas mal. Enfin, moi, c'était des infos de première main, de terrain, de voir des gens qui étaient invisibles ou invisibilisés, et puis et c'est les problèmes des chaînes de valeur mondiales. Et donc, j'ai essayé de montrer comment les propos du pape, ils correspondaient à ce qu'on peut voir quand on va dans dans des pays du Sud dans lesquels ces questions-là sont extrêmement présentes. Et ce qui a été très intéressant, parce que pour donner aussi quelque chose du pape, je pense dit quelque chose, le pape a été entendu toujours d'une manière qui pouvait être assez clivante, mais en fait, l'après-midi de cette journée, il y avait une réunion plutôt par pôle, et moi, du coup, on m'avait proposé d'être avec les chefs d'entreprise, là. Et là, donc, en fait, on est revenu sur ce que j'avais dit le matin. Et là, il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de dire, mais en fait, sœur Cécile a dit des choses qui, en fait, n'ont pas fait plaisir. Enfin, au sens, je relayais la parole du pape, qui était considéré, en gros, comme un communiste, là, pour un certain nombre, vraiment comme ça. Et puis, il y a un chef d'entreprise qui a pris la parole et qui a dit, écoutez, je crois qu'il faut qu'on se laisse interpeller, qu'au fond, le pape a une parole prophétique et que nous, comme chef d'entreprise, on doit se laisser interpeller. Et du coup, ça a réenclenché toute une discussion beaucoup plus ouverte sur ce que le pape proposait comme interpellation, et certains disant il faut qu'on se laisse toucher par cette parole et qu'elle nous conduise peut-être à regarder un certain nombre de manières de faire de manière un peu différente. Et donc voilà, je trouve que c'est peut-être un bel écho de cette puissance de la parole du pape François. Et puis alors dans le monde de la formation, je pense que le campus de la transition, donc, que j'ai cofondé il y a bientôt 8 ans, qui est un projet laïque, il était vraiment nourri par tout le travail de terrain que j'ai eu la chance de pouvoir mener, et par ces encouragements aussi du pape et d'autres qui finalement nous invitaient à pas avoir peur d'un certain nombre de confrontations, de continuer à travailler sur ces sujets. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont la parole du pape, dans des milieux militants pas forcément croyants, loin de là, était reçue comme une parole justement qui correspondait à l'aspiration à un discours qui fasse droit aux enjeux systémiques. Et la notion d'écologie intégrale, le pape nous dit, l'écologie, elle est à la fois environnementale, sociale, économique, culturelle, citoyenne. Elle nous touche dans nos vies quotidiennes et elle doit en permanence nous interpeller sur la façon dont nos manières de vivre, de travailler sont plus ou moins cohérents avec les enjeux de la justice et du bien commun. Et donc cette perspective, finalement, qui est très interdisciplinaire au sens où c'est pas seulement les questions d'écologie au sens de questions d'agriculture qui sont concernées, c'est toutes les disciplines académiques sont concernées. C'est des aspects qui sont macro, mais aussi des enjeux de filière, des enjeux de territoire, et puis l'interpellation pour chacun et chacune de nous dans nos vies personnelles, familiales, communautaires, associatives et entrepreneuriales et professionnelles. Et donc finalement, dans des milieux militants, cette parole était reçue avec une émotion très grande. Et j'ai des souvenirs là d'un colloque auquel on m'avait demandé de participer, plutôt pas syncrétiste, mais avec des gens, disons, qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie ou la transition intérieure, donc qui puisaient aux ressources aussi, alors des peuples premiers, du chamanisme pour certains, pour d'autres de différentes traditions spirituelles. Et on m'avait demandé de présenter Laudato Si, et on avait eu des partages par groupe de travail, et les gens étaient très très touchés, et là par la dimension spirituelle de cette parole du pape, qui rejoignait vraiment, et l'appel à la conversion spirituelle était très grande. Et puis avec ma congrégation, je dois dire que j'ai eu à la fois un soutien, et je pense que c'est lié à l'encyclique. Quand j'ai dit à ma provinciale en 2016, en fait c'est en priant, j'ai eu un peu une intuition de me dire, en fait ce que je fais me passionne, mais j'ai l'impression que
quand même, il y a une inertie, que ce soit du côté du monde des multinationales ou des grandes écoles, puisque j'étais à la fois aux mines et à l'ESSEC, et puis voilà, puis continue à avoir des liens avec des grands groupes. Et puis je me dis, mais comment faire pour essayer de faire bouger ces gros mammouths, qui ont forcément une énorme inertie. Et c'est là que j'ai eu l'intuition de créer une petite structure qui ne soit pas en compétition avec ces grosses institutions, mais qui peut-être soit plus agile et permette d'aiguillonner des transformations. Puis en priant, ça m'était venu comme ça. Puis j'en ai parlé assez rapidement à ma provinciale et qui m'a dit, écoute, vas-y, creuse, parce que je trouve qu'on n'y va pas assez, nous, dans les communautés. Et voilà, et c'est vraiment elle qui m'a encouragée. Et quand je lui ai expliqué qu'on avait un collectif, un projet et qu'il nous manquait le lieu, mais que le projet, enfin, on considérait qu'il devait être laïque pour pouvoir travailler avec l'enseignement supérieur public, c'est elle qui m'a dit, voilà, vous pouvez aller si le lieu convient dans le château de Forges qui nous avait été donné pour que ça soit le lieu d'un projet éducatif et social, donc en Seine-et-Marne. Et elle m'a dit avec humour, on met le lieu à disposition, on te met à disposition, puisque je suis hors communauté avec un statut spécial depuis 8 ans. Et puis elle me dit, maintenant c'est toi et c'est vous qui trouvez les sous. Parce que c'était quand même, voilà, donc ça n'est pas une mince affaire. Mais donc il y a eu cet encouragement-là. Et je crois aujourd'hui que finalement ça fait presque 8 ans que régulièrement, quand je discute avec les sœurs, les communautés, il y a un intérêt très grand pour le projet du campus. En plus, il y a pas mal de sœurs qui ont vécu à Forges, donc ça leur réveille des souvenirs. Et un intérêt pour des mondes qu'elles ne connaissent pas forcément directement, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être en lien avec des mouvements plus militants. Et puis, mine de rien, voilà, moi, ça fait 34 ans que je suis religieuse, mais je reste dans les jeunes. Et puis là, au campus, je suis la vieille avec plein de jeunes. Donc, c'est très drôle parce que ça permet aussi de relier un peu ces mondes-là et de permettre de l'intergénération. Et je dois dire qu'il y a aussi, ce qui m'a beaucoup frappée depuis le début de l'aventure du campus, c'est comment le fait d'être religieuse dans ce projet, puis il y a eu notamment Xavier de Bénazet, avec qui j'ai écrit 2 livres sur les sujets de spiritualité liés à l'écologie. Et Xavier a passé 2 ans au début de l'aventure du campus. Et souvent, on était entouré de jeunes pas du tout croyants, puis qui nous disaient, mais quand même, vous les chrétiens, vous êtes les pros de l'engagement. Et là, c'est une des choses que je retiens comme un peu souvent de dire, en fait, il y a quelque chose de l'engagement, parce que d'engagement d'une congrégation, de nos congrégations avec nous pour nous soutenir, le fait de se projeter dans une certaine durée dans les projets. Et donc, j'ai trouvé là aussi que c'était sûrement un fruit voilà, aussi du mouvement du pape, et le fait que du coup le pape était aussi quelqu'un qui était reconnu comme très crédible sur ces sujets. Merci, oui, un bel élan. Donc, effectivement, l'encyclique Laudato Si a connu quand même une audience toute particulière, puisque en 2 mois, il s'est vendu 150 000 exemplaires. Ce n'est quand même pas rien, l'année de sa sortie en France, et puis sans compter toutes les vues en ligne. Comment finalement cette initiative chrétienne a su rejoindre des personnes dans le monde pour redonner du sens, probablement, créer du lien et arriver à proposer des actions ensemble, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde du travail, et même au-delà, arriver à finalement faire sortir les chrétiens de leur monde pour aller jusqu'aux périphéries, peut-être ? Oui, ça je crois que c'est le fait que justement cette encyclique, comme d'autres textes de la pensée sociale de l'Église, soit destiné pas aux seuls catholiques, mais à tous ceux et celles qui avancent sur ces chemins, qui cherchent ensemble. Et aussi une invitation, je crois, pour nous chrétiens, à nous laisser toucher et parfois convertir par des personnes qui peuvent être plus avancées que nous sur bien des sujets. Et je sais qu'aussi, avant de créer le campus, j'avais embarqué justement sur Isabelle, ma provinciale de l'époque, et Agnès Rochefort-Turquin, qui était sociologue, qui est malheureusement décédée, qui m'a beaucoup aidé à créer le campus, qui travaillait dans le groupe Bayard. Et avec elles deux, on avait accompagné un voyage de la coopérative Oasis, enfin à l'époque c'était du mouvement Colibri, pour aller visiter des écolieux, et on était avec un groupe de porteurs de projets d'écolieux. Et donc, et c'était moi avant que je parte pour mon année sabbatique qui m'a ensuite conduite à créer le campus. Et je me souviens, alors pour dire de fou rire aussi, parce que le soir on était souvent dans la même chambre, et alors on se disait, bon, il y a parfois des trucs un peu perchés du monde, des écolos qui font des choses, parfois qui font rire quand même, parce que là je pense que c'est un peu passé sur des pédagogies très qu'on appelle au campus tête-corps-cœur.
voilà, où on va se balader, on est tous dans une salle, et puis on se balade en silence sur le bruit d'un gong ou autre. Maintenant, dans les milieux chrétiens, on fait ça. Mais à l'époque, moi, je ne connaissais pas du tout. Et je me disais, je suis là avec ma provinciale à faire des trucs, enfin, je n'aurais jamais fait, en fait. Et du coup, puis on disait, il y avait des gens qui étaient très touchants, qui nous parlaient de leur vie, enfin, plein d'itinéraires extrêmement variés. Et nous, on était là au milieu de tout ça. Et ce qui nous touchait beaucoup, c'est qu'à la fois, Isabelle et moi, on était... alors, elle était la provinciale, moi, j'étais aussi supérieure de communauté. Donc, on nous interpellait beaucoup parce que moi, Mathieu Labonne, le directeur, qui est aujourd'hui le directeur de la coopérative Oasis, m'avait demandé d'accompagner ce voyage en me disant, mais toi, tu travailles sur justement les enjeux plutôt de filière et les multinationales. Et puis nous, on a des écolieux qui sont avec une approche très, très micro. Donc, comment relier les échelles? Parce que si on veut changer les choses, on a vraiment besoin d'articuler les échelles de l'action. Et c'est une des choses que je trouve fait magnifiquement le pape dans l'encyclique Laudato aussi d'ailleurs dans l'exhortation apostolique Laudate Deum, quand il invite, là, il y a quelques années, à un nouveau multilatéralisme. Voilà, il y a en permanence cette invitation à faire des choses à une échelle très locale sans perdre la perspective globale. Et pour revenir justement à la manière dont les chrétiens peuvent peut-être témoigner d'un certain nombre de choses et recevoir, dans ce voyage, à la fois, nous, on était très souvent sollicités parce qu'on voyait des écolieux qui avaient des crises de gouvernance. Voilà, je regarde en plus notre Achille qui est des spécialistes. Au campus, on continue à avoir des crises successives. Voilà, je pense que c'est le lot des projets un peu, voilà, de tout collectif, d'une certaine manière. Et donc, dans un certain nombre de cas, moi je me disais, mais finalement, là, les crises de ces écolieux, c'est exactement ce qu'on voit dans nos communautés. Et notamment, nous, communautés, on est souvent proches d'un établissement scolaire. Par exemple, une des voies de sagesse, c'est de se dire, quand on est à table en communauté le soir et quand on est près d'une école, on ne va pas se mettre à raconter tous les potins ou les problèmes de l'école, parce que sinon, on risque de créer du brouillage. Et là, on voyait bien que dans ces écolieux, parfois, il n'y avait pas suffisamment de critères un peu de séparation des registres et de savoir où est-ce qu'on va parler de quel type de choses. Donc les enjeux de gouvernance, là, on avait été fortement sollicités, trouvant que l'expérience finalement de la vie religieuse pouvait être aussi, en termes de gouvernance, de réflexion sur la gouvernance partagée, très intéressante. Et puis, à contrario, nous, on se disait, mais en fait, on voit des gens qui sont incroyablement généreux, engagés, qui mouillent la chemise, qui sont d'une sobriété, et des tas de choses que même nos communautés ne vivent pas du tout. Et donc, on s'était dit, voilà, comment l'appel à la conversion, c'est vraiment, on reçoit aussi d'autres non-croyants, des chemins de conversion écologique. Voilà, et nous-mêmes, nous avons aussi des choses sûrement à apporter, et on le percevait. Et donc ça m'est resté comme quelque chose d'extrêmement fort. Et je termine juste aussi avec cette notion que Agnès Rochefort-Turquin avait utilisée en parlant de ce qu'on essayait de faire au campus. C'est de dire, on est dans un lieu qui nous a été donné, donc parler d'économie du don, et on essaye de le mettre à disposition d'autres personnes qui viennent. Et moi, ce qui me frappe très souvent, je suis à peu près la moitié du temps au campus, j'habite sur place, mais je suis pas mal pigeon voyageur. Chaque fois que je reviens au campus, je croise des gens que je ne connais pas, et assez régulièrement, les gens se me disent « mais toi, t'es qui ?» etc. Voilà, alors je l'explique. Mais des gens qui sont, en quelques jours, des bénévoles qui se sont appropriés les lieux, donc à la limite, qui m'accueillent. Et Agnès parlait de co-hospitalité, et je trouve qu'en fait, ça rejoint bien l'esprit de l'Évangile, et de ce que le pape François, dans l'encyclique, nous appelle à faire à l'égard du soin de la planète qui nous est confiée. Et finalement, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous avons tous un rôle à jouer pour prendre soin des espaces, des temps que nous pouvons vivre avec des personnes que nous croisons très peu de temps. Voilà, ça. Donc vous avez vécu des expériences différentes, très enrichissantes. Alors finalement, qu'est-ce qui permet de devenir acteur des changements, d'après ce que vous avez pu vivre, et comment rejoindre les entreprises et transformer les entreprises, les parcours de formation aussi, d'éducation, pour nous permettre d'agir. Et puis aussi, si je peux me permettre de rajouter encore une question, face à des situations bien souvent qui peuvent provoquer l'anxiété, comment garder l'espérance? Alors, ça avait beaucoup de questions, et alors, peut-être je peux mentionner quelques-unes des ressources que nous avons développées dans le cadre du campus
pour essayer précisément de relier, et il me semble, ce qu'on appelle, enfin, j'aime bien parler de 3 transformations qu'on cherche à provoquer, enfin je sais pas si dire à accompagner, ou je sais pas très bien, à susciter. Et il me semble que ce que le pape dit dans l'encyclique rejoint l'idée que finalement, quand on parle de transition, parce que c'est aussi un mot valise, ou de transformation, de quoi parle-t-on? Et il me semble qu'il y a un niveau qui est le niveau de transformation dans nos vies quotidiennes. Voilà. Et que là, le pape, quand il interpelle les chrétiens ou les personnes de bonne volonté en disant « Mais finalement, l'écologie intégrale, c'est aussi une écologie de la vie quotidienne qui doit vraiment voilà, un peu imprégner la manière dont nous vivons, dont nous sommes en relation, dont nous consommons, etc., dont nous nous déplaçons, enfin tous les aspects très concrets de nos vies quotidiennes. » Là, au fond, là, au campus, on essaye, là, nous, à petite échelle, d'être un peu un laboratoire de ce qu'on peut essayer de favoriser en termes de sobriété, en mutualisant un certain nombre de choses et en essayant de faire en sorte de montrer que ce n'est pas punitif, parce que malheureusement, aujourd'hui, le discours écologique est souvent perçu comme extrêmement punitif. Et donc nous, on veut essayer de montrer qu'on peut être très sobre, enfin, on essaye de l'être et on mesure chaque jour enfin, combien on dépend aussi de changements de politique publique et puis on a tous nos incohérences. Mais donc la transformation dans la vie quotidienne, puis transformation structurelle, c'est-à-dire, alors on aime bien dire qu'un enjeu est d'être radicaux au sens de prendre les problèmes à la racine. Et ça, je crois vraiment que c'est ce que fait le pape dans l'encyclique. C'est-à-dire, on n'arrivera pas à traiter les choses au bon niveau si on est juste dans des actions très superficielles. Et donc ça, évidemment, c'est un travail au long cours. Et enfin, troisième type de transformation, évidemment, qui parcourt toute l'encyclique, c'est la transformation intérieure. Donc l'idée de conversion intérieure. Et du coup, de dire qu'il y a 3 transformations complémentaires dans la vie quotidienne au niveau structurel et intérieur, ça permet de se dire qu'en fonction de la place qu'on occupe dans la société, des âges de la vie, on va plus ou moins de nos sensibilités, on peut accentuer plus ou moins tel ou tel aspect. Et évidemment, les 3 se nourrissent l'un l'autre. Voilà. Et alors, au campus, on a développé une approche qu'on a appelée une approche en 6 portes, à partir là, de l'écriture d'un ouvrage qui nous avait été commandé par la ministre de l'Enseignement supérieur en 2019, que 3 d'entre nous avions pu rencontrer après une année d'expérimentation à forge d'une vie en collectif, même en communauté, pour le noyau plus resserré, et en accueillant des étudiants de Centrale dans un château pas chauffé, ou quasiment pas chauffé, en décembre, puis des étudiants de l'ESSEC en avril, et puis 2 mois avec un parcours qu'on avait conçu pour des étudiants et professionnels. Voilà. Et tout ça avait bien marché, et du coup, rencontrer la ministre, je parlais du projet, et puis elle nous a dit allez-y, travaillez à l'élaboration d'un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et en nous disant, mais vous êtes hors système, parce qu'on n'est pas un établissement d'enseignement supérieur, mais vous êtes un écosystème d'enseignants-chercheurs, d'étudiants. Et là, c'était au bout de l'année où il y avait eu toute cette mobilisation des étudiants. C'était l'effet Greta Thunberg, le mouvement pour un réveil écologique, cette interpellation très forte des jeunes qui disant nous, on est d'accord pour une des expressions qu'ils donnaient, c'était quitter nos zones de confort, et on interpelle les directeurs d'école, d'université et les directeurs les patrons d'entreprise, les ministres, etc., pour que leurs actions soient plus cohérentes. Et donc nous, quand on est arrivé et qu'on a présenté le campus, du coup, on nous a dit mais vous êtes bien placés pour réunir des enseignants-chercheurs et réfléchir de manière transdisciplinaire, en essayant de décloisonner les formations. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on aide chaque enseignant-chercheur ou chaque étudiant qui est dans un cursus donné à regarder les choses aussi peut-être avec d'autres lunettes que ces lunettes habituelles. Et du coup, alors, on a joué avec les mots qui sont dans économie et écologie, les mots grecs. Alors, je vais faire un peu de grec, mais c'est pas. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont fait du grec. Et puis, c'est par souci mnémotechnique plus que. Enfin, voilà, donc, il y a oikos, un peu la maison commune, donc le système Terre. Et puis, nomos. Et nomos, ça rejoint la question des règles du jeu. Logos, la question des mots, de la rationalité, des imaginaires. Puis, on a rajouté ethos, la question de l'éthique.
praxis, la question de l'agir, de la pratique, et dynamisme, au sens du dynamisme et la dimension spirituelle. Voilà. Et en fait, on a donc conçu un parcours en 6 portes, avec, donc, et en se disant, finalement, pour réfléchir aux enjeux écologiques et au sens de l'écologie intégrale, donc écologique, économique, sociaux, culturels, passer par ces 6 portes dans tous les sens est vraiment intéressant. Et en plus, l'expérience que nous avons, alors là, je ne sais pas si je peux faire l'exercice, si vous vous rappelez des portes, parce que d'habitude j'ai une diapo, mais si vous vous rappelez de ces 6 portes, si je les prends, voilà, je vais les prendre dans l'ordre du manuel. Il y a oikos, c'est donc le diagnostic, donc ce qui se passe dans notre planète Terre. Voilà, donc les rapports du GIEC, d'IPBES sur la biodiversité, etc., la question des migrations, voilà, une planète en commun. Deuxième porte, ethos, donc l'éthique, la question de la justice, des responsabilités, pour paraphraser les COP, les responsabilités communes et différenciées, donc deuxième porte. Troisième porte, nomos, donc les règles du jeu, comment on change les métriques, la fiscalité, voilà, les rémunérations, la CSRD, pour ceux qui connaissent le devoir de vigilance, enfin tout ce qui est les normes. Logos, eh bien, les imaginaires, qu'est-ce qui va nous permettre de transformer ensemble les choses. Donc ça peut être voilà, un imaginaire positif d'un monde souhaitable, comme parfois des imaginaires repoussoirs de ce que le monde risque d'être si nous continuons à être sur des trajectoires qui nous font aller dans le mur. Et puis 5e porte, donc praxis l'agir, les échelles de l'action et les acteurs. Et 6e porte, la dimension spirituelle. Alors, en pensant à ces 6 portes, réfléchissez là quelques secondes pour vous dire, vous, spontanément, quelle est votre porte d'entrée dans les sujets? Est-ce que c'est le diagnostic? Est-ce que c'est l'indignation éthique? Est-ce que c'est la question des règles du jeu? Est-ce que c'est la question plutôt des imaginaires? La question de l'action ou la dimension intérieure? Puis je vais nommer chacune des portes et puis vous levez la main quand c'est la porte, votre porte privilégiée. Après, évidemment, vous allez me dire, il y en a plusieurs. Et puis de toute façon, on est supposé passer par toutes. Mais c'est un exercice intéressant. Alors, quelles sont celles et ceux pour lesquels c'est la porte oikos, c'est-à-dire le diagnostic, qui est la porte d'entrée privilégiée? Merci. Ethos, l'éthique. On a le droit de lever la main qu'une fois. Hein. Nomos, les règles du jeu. Logos, les imaginaires et récits. Praxis, l'action. Et dynamis, dimension spirituelle. Ben, vous voyez, et je trouve que c'est toujours impressionnant parce que toutes les portes sont nommées. Et je trouve cet exercice est intéressant. D'abord, pour nous, ça confirme bien que ces 6 portes. Alors après, on me dit toujours, et on rigole au campus, on dit il y a toujours la 7e porte. Enfin, évidemment, ce n'est pas une liste fermée, mais ça nous dit bien, même du point de vue politique, alors dans ces temps très troublés où nous sommes, c'est-à-dire que pour faire bouger les choses, pour certains, ça va être le résumé pour décideurs du GIEC qui va être un aiguillon. Pour d'autres, c'est une action très concrète. Pour d'autres, c'est une rencontre. D'autres, c'est justement d'avoir lu un texte spirituel qui vraiment remue profondément, une expérience de prière. Enfin, voilà, et que ces portes d'entrée peuvent être différentes, mais finalement, elles nous invitent toutes et tous à avancer. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que comme chrétiens, et je pense que ça rejoint ce que fait la Pépinière, enfin ce qui se fait, toutes ces initiatives, c'est qu'on est tous appelés à des choses, mais qui peuvent être très différentes. Et moi, c'est une des choses qui me frappait déjà en communauté, et quand j'étais supérieure de communauté, avant de créer le campus, je me souviens, parfois les sœurs, je leur disais, mais c'est pas parce que Cécile, la supérieure, a dit qu'il fallait faire ça qu'il faut le faire. Enfin, en fait, on décide, enfin, soit on le décide ensemble, soit il faut qu'on... Voilà, ça ne peut pas être juste une parole top-down, là, descendante. Voilà, mais je me disais, en fait, comment est-ce qu'on fait pour s'encourager? Et ce qui me frappait beaucoup, c'est qu'on n'était pas du tout attentive aux mêmes choses. Et donc, il y a celle qui regarde toujours, qui avant d'imprimer un document se dit, oh là là, ou les économies d'énergie qui va être très sensible. Il y en a une autre, justement, qui va regarder comment est-ce qu'on peut faire peut-être le bilan carbone, et en se rendant compte qu'on a de très mauvais ordres de grandeur en tête, et que parfois il y a des choses qu'on se donne du mal, mais en fait c'est rien du tout par rapport, dans la vie religieuse, je pense que c'est les transports le gros problème, et la tentation de prendre l'avion pour aller même à travers la France.
Et voilà, et aussi parce que par souci de budgétaire, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà. Bon. Et donc toutes ces discussions-là, et de se dire comment s'encourager, voilà, et en disant que voilà, nos portes d'entrée étant différentes, on peut aussi voilà, avancer de façon diverse. Et puis sur l'espérance, quand on a écrit le livre Rouvrir l'horizon avec Xavier, le manifeste d'espérance engagée face aux effondrements. En fait, ce qui nous a beaucoup frappé en réfléchissant et aussi à partir de nos engagements, c'est comment ces engagements nourrissent l'espérance et qu'en même temps, le fait d'avoir une espérance, c'est de se dire, c'est pas nous nous ne sommes pas, aucun de nous n'est le sauveur. Nous marchons à la suite de celui qui nous sauve. Et du coup, ça allège aussi considérablement le fardeau. Et en même temps, et par rapport à ces jeunes ou moins jeunes, mais y compris nous-mêmes qui peuvent avoir le sentiment que on est assez foutus ou que ça avance pas du tout assez vite et que tout ça est très très lourd et décourageant, le fait d'être engagé avec d'autres au quotidien, ça permet de s'encourager aussi. Je crois que Saint-Augustin disait « ils se porteront les uns les autres ». Et moi, par exemple, tous les lundis soirs avec les Forgeois, la communauté des habitants long terme du campus, dans laquelle je me trouve, cette année nous sommes 7 et bientôt 8, on fait un tour de partage de nos ressentis de la semaine, etc., comme on dit. C'est magnifique de voir comment, en gros, à tour de rôle, il y en a toujours un qui va un peu moins bien. Et finalement, le fait de pouvoir partager, c'est de s'encourager, de se soutenir, d'avoir des petits gestes d'attention, de délicatesse la semaine suivante. Et finalement, c'est bien ça aussi que peut permettre le fait de ne pas être tout seul. Et moi, j'ai l'impression que pour cultiver cette espérance, il y a à la fois l'engagement, de se sentir engagé, et ça peut être dans des toutes petites choses, mais donc voilà, se sentir utile et relié, et du coup ne pas être seul. Et donc, et il me semble que derrière l'idée d'écologie intégrale, il y a vraiment cette idée de qualité du lien à tous les niveaux. D'ailleurs, le pape en parle comme à soi, aux autres, à la nature, à la création et à Dieu. C'est au fond comment nourrir ces liens et que les nourrir nous aide à cultiver cette espérance. Oui, donc pour reprendre justement ce lien, Laudato Si fait le lien entre enjeux écologiques et dignité humaine. Nous fêtons aussi les 5 ans de Fratelli Tutti. Donc, comment pouvons-nous ajuster notre place dans le monde et pour finalement répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres? Et comment puiser dans les ressources spirituelles pour vivre donc ce temps de mutation profonde avec une posture ajustée vis-à-vis de son prochain et de la création? Bon, je pense qu'on nous renvoie à tous et toute cette question, mais alors moi je me disais qu'il y a non seulement cette invitation permanente à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres, et en fait c'est facile de le dire, mais c'est vraiment difficile à vivre. Et alors on en parle beaucoup au campus parce que nous, notre point de départ était quand même l'écologie plutôt au sens environnemental du terme, même si dès le départ nous nous sommes dit, surtout qu'on est dans un château. Donc il y avait vraiment, comme disait un d'entre nous au départ, il dit il ne faut pas qu'on soit les bobos qui s'amusent au château, quoi. C'était en fait cette idée que le risque, c'est d'être dans l'entre-soi d'un collectif très diplômé de personnes qui ont un certain nombre de repères communs. Donc, et on est dans un petit village de 500 habitants, même pas 400 habitants, à 3 km, alors qui votent à 50% RN, et à 3 km de la ville haute de Montereau, qui est une ville de 20 000 habitants dans laquelle il y a énormément, alors certains diront il y a des fichiers S, c'est très multiculturel, c'est une des communautés de communes pauvres de France, voilà, alors qu'on n'est pas très loin de Fontainebleau, enfin il y a d'énormes disparités. Et puis c'est une zone semi-rurale. On parlait tout à l'heure à table du fait que c'est aussi, on n'est pas dans l'agroécologie globalement, c'est plutôt des grosses propriétés agricoles, et on essaye nous de nourrir des liens aussi vraiment de confiance avec nos agriculteurs voisins dans le village déjà, pour pouvoir essayer d'avancer. Et donc du coup ce point de départ par l'écologie nous rend sensibles au fait qu'il y a des personnes qui sont au bord de la route. Mais quand je disais pas si facile d'être aussi attentif à cette dimension-là,
on avait décidé au départ de l'aventure pendant 3 ans d'être en lien avec JRS, le service jésuite des réfugiés. On a eu successivement Ahmed Nour, un réfugié éthiopien pendant 1 an et demi, puis Barakat, un réfugié afghan. Et c'était formidable, mais typiquement, pour l'instant, en ce moment, on n'en a plus. Moi, je trouve que ça serait formidable qu'on continue à en accueillir. Mais il faut aussi que les conditions soient réunies du point de vue du collectif, qui est aussi un peu mangé par l'activité de développement du lieu, d'accueil divers. On a eu des personnes avec des difficultés sociales. On essaye de favoriser de la mixité sociale dans le lieu. On est très content, par exemple, on vient d'embaucher quelqu'un qui était un jeune qui est venu dans le cadre d'une formation avec la mission locale, donc plutôt les jeunes décrocheurs, qui a été en service civique et qu'on vient d'embaucher. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative. Et je pense, voilà, je donne ces exemples-là parce que c'est ce que je vis donc de façon très concrète et qui me vient à l'esprit. Mais je pense que pour chacune et chacun d'entre nous, voilà, il y a sans doute des pas possibles et de la créativité voilà, pour relier ces dimensions-là de différentes manières. Moi, je pense aussi que travailler aussi à la question des réformes institutionnelles, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous là qui sont aussi en lien avec des entreprises, avec peut-être des ministères et autres, et qui ont ou des activités associatives où ils peuvent faire du plaidoyer ou autre, qui a aussi que travailler à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est aussi essayer de changer des règles du jeu, et que ça a aussi beaucoup de sens. Et puis, en réfléchissant là un peu, je me disais que la notion qu'on appelle de santé globale aujourd'hui est très intéressante, parce que dans une époque où justement il y a eu, je trouve tellement la caricature du discours écolo qui est perçu comme wokiste par un certain nombre de personnes, avec une polarisation politicienne très grande, que finalement peut-être faire un pas de côté avec une notion comme celle de santé globale, One Health, manière de dire, mais en fond, la santé humaine va de pair avec la question de la santé animale et la santé des écosystèmes. Et c'est finalement la question de la reconnaissance de nos interdépendances, de notre vulnérabilité. Et puis ça rejoint aussi toute la question de la crise des abus dans l'Église et au-delà. Et finalement, tout ça nous met face à la violence inouïe du mal que l'homme peut faire à l'homme et à la création. Et du coup, prendre cette notion comme un peu point de départ d'action très concrète à plein de niveaux et à plein d'échelles différentes, c'est peut-être aussi une façon de contourner là, cette impossibilité de dialogue actuel où on se jette à la figure là, que les uns sont des wokistes ou je sais pas, moi j'en entends beaucoup, et du coup, et de l'autre côté il y a aussi une incompréhension quand dans certains festivals on dit là le all cops are bastards, ça ne résout pas les problèmes non plus. Donc c'est des deux côtés, il y a beaucoup à faire pour essayer de relier ça. Puis je pense à des travaux là de théologiens ou de philosophes qui parlent de ces sujets. Je pense à Marie Jotil comme théologienne sur l'enjeu de la vulnérabilité. Corinne Pelluchon, qui a écrit aussi sur l'espérance, un magnifique livre. Alors, elle n'est pas vraiment chrétienne, mais elle est vraiment pas, très en dialogue avec la foi chrétienne. Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe, pour lui chrétien, qui travaille beaucoup sur la notion de care, ou de soin, donc en anglais, donc de soin. Justement, tout ça participe, je pense, exactement de la mouvance de Laudato Si, de façon de mettre ensemble le soin des personnes les plus vulnérables et puis des êtres aussi vivants les plus vulnérables. Et finalement, il me semble que ça nous ramène à ce que le pape évoque dans Laudato Si en termes de ce qu'on pourrait appeler des vertus écologiques ou vertus écologiques et sociales. C'est tout le magnifique chapitre 6 de Laudato Si, où il parle beaucoup de joie aussi, et une invitation. D'ailleurs, la meilleure chose, ce serait de lire un passage, un des numéros tout à fait à la fin de... Alors, je prends un petit bout de numéro 222 et 223. Alors, la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété
et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisir. Puis poursuit au numéro 223, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente et libératrice, ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire, car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins satisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Voilà. Je crois que je vais... Oui, voilà. Une belle conclusion que vous voulez commenter, Monseigneur Crépy. Non, je ne vais pas commenter ce qu'a dit Sœur Cécile. D'ailleurs, je vais plutôt, en préparant ce soir, j'ai regardé quelques notes sur Laudato Si, et je vais essayer, non pas de lire mes notes, parce que ce serait rasoir pour tout le monde, mais lire quelques points un peu en résonance à ce que vous avez dit. Écologie intégrale, c'est un petit peu ce qui est au cœur de Laudato Si. Et j'ai envie de dire, vous avez souligné souvent que, et moi je l'ai constaté aussi, j'étais avant dans un diocèse où on parlait un peu d'écologie en Haute-Loire, et comment ça rejoignait toutes sortes de gens, parfois à milieu de l'Église, mais pour qui cette question-là était importante. Et j'aime bien... Voilà, je pense que peut-être l'écologie n'est audible que si elle est intégrale. Et par rapport à toutes les critiques que vous soulignez, non, nous ne sommes pas contre tel modèle économique, nous ne sommes pas contre telle ou telle chose. Nous essayons de réfléchir en dialogue avec d'autres sur une écologie intégrale. Et ça, à mon avis, c'est intéressant. Parce que le fait que ce soit intégral, ça peut être audible par plein de gens. Parce que, un peu comme disait Sœur Cécile, ils vont chacun a sa petite porte d'entrée pour penser à la question. Et donc, si on fait une écologie intégrale, il y a plein de portes d'entrée. Voilà. Moi, je suis biologiste, j'aime bien les plantes. Bon, j'aurais peut-être une porte verte, alors peut-être. Hein, voilà. Bon, voilà. Après, un autre élément, eh bien, ça va aussi avec. Le pape, il dit souvent, voilà, le livre, la maison commune. Le livre de la nature est unique et indivisible, il dit des choses comme ça. Ça va aussi avec le côté intégral, c'est-à-dire on est tous ensemble et chacun ne peut pas dire je prends mon chemin de mon côté ou un chemin à côté. Bon non, c'est la maison commune et l'existence de l'homme ne peut pas être comprise simplement quand je reste un petit peu seul dans mes idées. D'ailleurs, le pape a beaucoup parlé de dialogue comme une condition nécessaire pour mettre en œuvre une action, une réflexion en écologie intégrale. Ensuite, voilà. Alors, je pense qu'on ferait, vous l'avez un peu souligné, il y a quand même une grande nouveauté dans cette encyclique quand même. À la fois dans la doctrine sociale de l'Église, vous avez dit d'ailleurs, déjà sous la forme, on comprend un peu plus ce qui est écrit, parce qu'il y a certaines encycliques sociales, on attrape mal à la tête, même si c'est très intéressant. Et donc, cette nouveauté, et justement, peut-être que cette nouveauté, elle tient encore à cette volonté d'entrer dans justement cette écologie intégrale. Moi, je suis un adepte d'Edgar Morin qui aime bien parler de la complexité des choses. Et dès qu'on oublie la complexité, on devient, je pense, idéologue et simplificateur. Et voilà, c'est le défi d'accueillir la complexité, non pas comme quelque chose qui nous fait peur, mais comme quelque chose qui peut nous emmener à aller plus loin et à relier.
prendre en compte la complexité, pour le pape le dit très simplement, c'est tout est lié. On peut traduire ça comme ça. Et quand vous parlez de l'expérience que vous vivez là aux Forges, eh bien, on peut l'entendre. Vous mélangez ensemble toutes sortes de gens avec toutes sortes de compétences, toutes sortes de situations. Ils peuvent être ensemble là parce que justement, chacun va prendre peut-être un petit bout de l'écheveau, pensant que c'est pas lui qui va pouvoir tirer le fil tout seul, mais que tout le monde avec un petit bout, on arrivera bien à voir qu'est-ce qu'il y a quand même pour avancer. Et ça me semble important. Je pense aussi par rapport à la doctrine sociale de l'Église, on disait la nouveauté. Bon, c'est quand même une nouvelle manière qui ne dépend pas des chrétiens, mais de penser le développement. Mais la question du développement avait été une des grandes questions de la doctrine sociale de l'Église. La paix, le développement, c'est la paix, je disais, je crois Paul VI, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Cri de la terre et cri des pauvres, vous l'avez évoqué. C'est clair que ce qui est intéressant, c'est comme l'économique, l'éthique, l'écologique, le botanique, j'ai envie de dire, tout va ensemble. Voilà. Et donc, voilà. Après, vous avez évoqué la création aussi, un petit peu. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin en disant, dans la tradition chrétienne, eh bien, on peut penser l'homme à partir de la création. C'est-à-dire, tout ne vient pas de lui. Et ça, c'est assez intéressant pour penser la vie sur la planète. Tout ne vient pas de l'homme. Il a été créé avec les autres créatures. Le pape le souligne ça. Être créé, finalement, c'est être en relation avec. C'est être lié avec. Et être lié avec tout. Et c'est ne pas être à l'origine de tout. J'aurais ajouté dans ce que vous avez évoqué cette critique assez forte qu'on pourrait référer à un théologien que j'aime bien, protestant, parce qu'il faut faire un peu d'œcuménisme, Jacques Ellul, je suis un peu enrhumé. Bon. Et je prends pourtant des herbes qui devraient changer le nez, mais c'est pas très efficace. Bon, enfin bon, je vais pas dire ça. On m'a conseillé des trucs un peu, mais ça marche pas très fort. Mais comme Donald Trump a dit que le Doliprane n'était pas bon, je ne sais plus très bien ce qu'il faut faire. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, Jacques, un autre aspect par rapport à la création, par rapport à tout ça, Jacques Ellul, théologien protestant, qui avait écrit quelque chose, à mon avis, d'un livre que tout le monde peut relire, sur le système technicien. En gros, son idée, c'est, et le pape le dit très clairement là-dessus, c'est-à-dire, attendez, la technique et la science sont un système qui tourne par lui-même, qui peut tout résoudre. Les questions sont simplement scientifiques ou techniques, et c'est un système qui s'auto-reproduit, qui de plus en plus... On voit ça aussi un peu avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Attention. Et ce primat de la technoscience dans nos sociétés actuelles, avec cette idée qu'elles vont quand même résoudre les choses, comme le capitalisme ça va laisser quand même quelques petites choses aux autres. Comment on dit la théorie de l'écoulement, de je ne sais comment on dit du ruissellement, voilà. Bon, d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté aussi qui peut résonner avec cette expérience de la création? J'ai noté aussi, voilà, tout est donné, et vous l'avez évoqué avec le don, tout est donné, et tout est fragile aussi. Tout est fragile, et cette fragilité n'est pas obligatoirement quelque chose qui fait peur, mais une opportunité pour penser le monde nouveau. Et la fragilité n'est pas une chose à réparer. La fragilité, voilà. Et ça me semble important. Alors, moi j'avais noté quelques petites choses sur le bien commun. On ne peut pas parler de tout, mais je pense que c'est aussi une question extrêmement importante. Voilà. Et alors ça aussi, ça revient avec ce qu'on disait au début. La question du bien commun, on la partage avec tous. C'est aussi une question qui fait qu'on peut discuter avec toutes sortes de gens, parce que la recherche du bien commun. Voilà. Ce soir, j'étais à une rencontre, une réunion, où il y avait un monsieur qui était le chargé ministériel de la neutralité écologique. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Vous connaissez peut-être ça, vous, ma sœur? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, il travaille au ministère de l'écologie, il m'a expliqué ça. Il cherchait quelqu'un pour parler de
dans l'Église, qu'est-ce qu'on dit sur ces questions-là? Je veux dire, on a bien dû trouver quelqu'un. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parlé du bien commun tout de suite. Vous voyez, on a parlé du bien commun parce que c'est ce qui est en jeu quand même. Le pape le rappelle vraiment fortement. Moi, j'aurais envie de dire aussi, c'est aussi mieux vivre le temps dans nos modes de vie. Mieux vivre le temps, mieux consommer, vous l'avez dit. Je dirais aussi mieux utiliser l'argent, mieux habiter l'espace, et puis faire vivre la communauté humaine, se parler, s'écouter. Vous parliez tout à l'heure qu'il était important de faire une relecture avec votre équipe pour pouvoir s'entendre, et je crois que ça joue beaucoup, hein, voilà. Et puis, une question peut-être qui n'a pas été posée, mais que j'ai envie de dire, mais qui travaille beaucoup de gens, et le pape le pose aussi. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? Voilà. Mieux penser le temps, c'est aussi cette responsabilité. On pourrait prendre Ancionas sur la manière dont on pense l'éthique en fonction de l'avenir. Voilà. Alors, si j'avais à conclure, parce qu'après on va laisser la parole à tout le monde, il ne faut pas que je parle trop longtemps. Voilà, j'aurais juste quelques petits points en disant, c'est, je pense, vraiment une étape nouvelle dans la pensée de l'Église. Et ça, et moi aussi, vous avez dit que vous avez une immense joie. Moi aussi, j'étais super content quand j'ai eu, dans mon diocèse, j'ai été faire des petites conférences partout sur cette question-là, parce que justement, avec en plus cette ouverture à tous, Laudato aussi, on peut donner à des tas de gens loin de l'Église qui s'intéressent à ces questions, et je vous assure, les gens sont vraiment intéressés. Après, je pense que le concept d'écologie intégrale, c'est pas un concept qui entre en compétition avec la science, la politique, c'est un concept justement qui peut permettre de réunir beaucoup de gens. C'est peut-être un concept qui demande à bâtir, vous l'avez dit, de nouveaux modèles de développement. Et là, il faut réfléchir, et là, il faut travailler, et il faut des gens qui réfléchissent à ces questions-là. Un mot qu'on pourrait prendre aussi, qu'on n'a pas utilisé, voilà, on a parlé de prendre en compte la complexité, on peut dire que c'est aussi une réflexion systémique, c'est-à-dire que tous les éléments sont liés les uns aux autres et il faut penser les choses ensemble. Et puis moi j'aime bien dire aussi, crise écologique et crise sociale ne font qu'un, le pape a écrit ça tout à fait. Et puis je terminais en disant, c'est une encyclique qui appelle au dialogue, après tout ce qu'on a dit. Vu les sujets qui sont dedans, vu l'importance, vu l'urgence, vous l'avez évoqué aussi, vu la situation actuelle, on a l'impression que il y a une relativisation des défis écologiques aujourd'hui, des urgences écologiques. On voit ça de plein de manières. Eh bien, je pense que les chrétiens, et je terminerai par là, on a parlé du pape qui dérangeait un peu. Dans la vie d'un baptisé, il y a toujours une dimension prophétique. Mais dimension prophétique, ça dérange. Et je pense qu'il y a un lien très étroit entre notre foi, la création. Et je terminerai en disant ça. Les théologiens qui s'unissent pas mal, notre foi est une foi trinitaire. Nous croyons en Dieu, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, le Père qui crée, le Fils qui prend en se faisant homme, qui entre dans cette création pleinement. Voilà. Et le Fils, finalement, qui vit cette condition de créature. Donc ça nous donne beaucoup de choses à réfléchir. Et après, voilà. Et ce don de l'Esprit qui permet finalement de vivre finalement à la suite du Fils dans son incarnation comme nous aussi, des créatures, mais pas simplement que des créatures, mais aussi enfants du Père, c'est-à-dire prendre notre juste place dans la création comme fils et filles de Dieu, qui est le Dieu créateur. Et finalement, il y a un lien très étroit, je pense, dans la confession de foi Dieu créateur du ciel et de la terre. Dans la confession de foi, Dieu s'est fait homme en Jésus. Et dans la confession de foi, nous croyons en l'Esprit Saint qui fait de nous ces hommes et ces femmes qui sont fils, frères et sœurs du Christ, enfants du Père, mais membres pleinement de la création, à qui cette création a été confiée. Voilà. Et ça me semble... Voilà, pour les chrétiens, il y a vraiment un moteur... notre foi trinitaire rejoint par bien des manières... ce qui est en jeu dans l'écologie. Et dire ça ne gêne pas des gens qui ne sont pas chrétiens, je pense. Chacun peut partager le moteur qui le fait travailler à l'écologie intégrale. Voilà, quelques petites paroles. Merci, Monseigneur.
Alors, on a la récolte des papiers, mais est-ce que avant les questions-réponses, on fait une prière, non? Est-ce que c'est le moment ou après ou pas? Oui, c'est ça. C'est peut-être le moment juste avant de passer aux questions-réponses. Je crois qu'il y avait une prière qui avait été préparée, mais il me semble tout à l'heure on en parlait avec Alain. J'ai pas. Bon. Anne-Sophie, maintenant ou après les questions-réponses? Après les questions. Donc, oui. Voilà. Donc après les questions, on va d'abord. La récolte a été très bonne, je crois, dans la quête des petits papiers. Oui, la récolte est effectivement importante. Alors, il y a une première série de questions sur l'entreprise. Alors, différentes approches. Y a-t-il un péché écologique des entreprises? Faut-il boycotter les banques qui supportent l'extractivisme et les entreprises type Total? Comment donner du sens quand on travaille dans des industries comme l'armement, l'aéronautique ou l'automobile et que l'on souhaite promouvoir l'appel à la sobriété et la solidarité? Comment agir en entreprise? La porte de la RSE est-elle une voie utile? Et puis 2 questions pour l'entreprise agricole. Laudato Si propose-t-il de changer de modèle agricole et de créer un autre lien avec une terre régénérée? Et puis, plus pointu, y a-t-il au campus une exploitation agricole qui permet d'approvisionner les habitants du campus? Je peux commencer par la dernière, c'est la plus facile. Alors, au campus, on a d'ailleurs Yves qui est parmi nous aussi, qui est un des membres du campus, qui est là ce soir. Pour donner, il est plus doué que moi pour les chiffres là, mais donc on est dans un domaine de 12 hectares que nous partageons avec un centre d'apprentissage au métier du cheval. Voilà, donc et sur les à peu près 5-6 hectares qui restent, je pense qu'il doit y avoir à peu près 2 hectares peut-être exploités. Je sais pas, enfin, pas très bien, mais en tout cas, on augmente la production. Maintenant, je crois que nous produisons à peu près la moitié des légumes, des fruits et légumes dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour ceux et celles que nous accueillons. Donc, on accueille quand même un certain nombre d'enseignants, chercheurs, d'étudiants, de professionnels. Voilà. Et l'idée, au départ, c'était de ne pas forcément chercher à être autosuffisant, mais plutôt de s'inscrire dans le territoire. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous recevons des légumes hors calibre très régulièrement, parce que avant que le campus ne s'installe, il y avait un collège et lycée horticole, et du coup, un professeur à la retraite du lycée horticole est en lien toujours avec des maraîchers du territoire qui nous apportent donc des légumes qui sont hors calibre, donc qui ne peuvent pas être vendus. Donc c'est un peu d'économie circulaire. Voilà. Et puis par ailleurs, on a aussi toute une filière engrais humains. Et on travaille sur ce sujet avec des chercheurs de l'école des ponts, le réseau OCAPI, pour ceux qui connaissent, pour valoriser le cycle de l'azote et l'urine. Et donc nous récupérons l'urine des habitants et de ceux qui viennent, pour ceux qui utilisent les toilettes sèches, parce qu'il y a les 2 sortes. Et comme nous en avons trop par rapport aux besoins du potager, on travaille aussi avec les agriculteurs du territoire, dont l'un d'entre eux est a priori prêt à tester le fait d'utiliser l'urine comme engrais pour remplacer d'autres engrais. Et ça, c'est aussi une manière de parler des enjeux de transition agricole en disant que voilà, on est dans un territoire intéressant parce que c'est la Seine-et-Marne où globalement on a des grosses propriétés plutôt agriculture conventionnelle. Et dès le début de l'aventure du campus, nous avons essayé de nourrir un dialogue avec les agriculteurs pour réfléchir avec eux. Et en se disant, c'est bien évident que dans ce territoire où les gens ont investi massivement pour avoir des grosses machines et autres, on ne va pas arriver très facilement à faire de l'agroécologie. Et du coup, c'est voir comment ces itinéraires, comment est-ce qu'ils se passent. Et de fait, de fil en aiguille, dans les dialogues avec eux, certains nous ont dit que c'est grâce, en fait,
aux réunions qu'on a pu avoir dès le début de l'aventure, qu'un certain nombre d'entre eux se sont organisés dans une association qui s'appelle CERES Sud 77. Et maintenant, il y a 6000 hectares dans la région qui sont passés de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire voilà, encore du glyphosate, mais moins, et puis plus de labour et rotation des cultures. Et c'est déjà, quand on entend nos agriculteurs voisins nous parler de la joie de retrouver du sol vivant, voilà, on dit c'est déjà un pas. Et surtout, ça permet de se dire, voilà, c'est pas du tout ou rien. Et je pense que c'est illustratif. Alors, je passe à la partie de la question sur l'entreprise et toutes ces questions très difficiles de savoir comment être à la hauteur des enjeux dans un monde qui est organisé par voilà, des structures capitalistes, on va dire, mondialisées, financiarisées et court-termistes, très prédatrices quand même. Hein, voilà, mais on pourrait dire que le système communiste a été aussi très extractiviste, etc. Donc en fait, le questionnement, il est aussi de toute façon global. Alors je pense, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tout cas pour aujourd'hui, le monde de l'entreprise, les enjeux, ils sont énormes. Il me semble, pour donner juste aussi un élément de langage qui me semble intéressant, il y a 20 ans, quand je démarrais ma thèse, enfin presque 25 ans maintenant, quand je donnais mon sujet de thèse, et à l'époque j'étais encore à Lübeck dans notre établissement scolaire du 16e, et il y avait des parents d'élèves qui me disaient « mais ce sujet c'est de gauche ». Bon, alors je disais « mais c'est pas d'abord de droite ou de gauche, c'est analyser voilà, le fonctionnement des multinationales et se dire voilà, comment les contraintes, les tensions qui traversent cette économie mondialisée ». Et en gros, bon, j'étais quand même sœur Cécile, donc on ne me disait pas tout de suite que j'étais une altermondialiste excitée, mais c'était pas très loin. Et aujourd'hui, quand même, il y a un discours qui est repris, y compris par les grandes entreprises du CAC 40 réunies dans l'association EPE, Entreprises pour l'environnement. Elles ont publié 2 rapports ces dernières années dans lesquels, comme dit Claire Tutenuit, qui était la déléguée générale là, jusqu'à cet été, qui dit il y a quand même les mots qui sont crantés, donc qui ont été validés par les patrons de ces boîtes. C'est quand même l'idée d'une économie du donut. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, peut-être pas à tout le monde. C'est l'image utilisée par Kate Raworth, qui est une économiste rattachée à Oxford, qui a pris l'image du beignet, là, le donut, pour comparer donc, la Terre à un beignet, et en disant finalement, eh bien, il y a le beignet, c'est la zone qu'elle appelle sûre et juste pour l'humanité, la zone verte. Et en gros, il y a une frontière extérieure du beignet qui représente le plafond environnemental, c'est-à-dire les frontières planétaires que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, ce qu'elle a rajouté de très intéressant, c'est l'idée d'un plancher social, le cercle interne du beignet. Et pour dire finalement, pour les entreprises comme pour nous toutes et tous, l'enjeu, c'est de créer et partager des richesses en respectant ce plancher social et ce plafond environnemental. Et donc, les entreprises, y compris d'EPE, là, on dit, oui, l'économie du donut, en gros, on est pour. Donc, ça ne veut pas dire que les trajectoires soient cohérentes, mais au moins, ça veut dire que voilà, ça, c'est acté. Et elles ont accepté aussi de parler de sobriété et de gouvernance nécessaire de la sobriété. Quand on regarde en disant c'est forcément du multi-acteur, ça veut dire que l'État doit jouer son rôle, mais ça veut dire aussi que c'est une interpellation vis-à-vis des entreprises pour qu'elles nous fassent aller vers une sobriété. Et quand on parle de sobriété, là aussi, le mot, il désigne quand même, a priori, une décroissance des volumes de production et de consommation. Et là, on commence à toucher les sujets qui fâchent. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'à l'intérieur des entreprises, moi, je croise tous les jours des gens qui ont envie que ça bouge dans ce sens-là et qui se disent comment on fait. Et voilà, alors soit en se disant on a besoin de l'aiguillon externe d'ONG militantes, de gens, de citoyens qui interpellent. D'ailleurs, c'est une des choses que le pape dit fortement dans Laudato Si. Et puis, on a aussi besoin de personnes qui, de l'intérieur de ces structures, voient comment essayer de faire évoluer les modèles d'affaires, et en se disant qu'il y a tout ce vocabulaire du renoncement, dire à quoi sommes-nous prêts à renoncer, enfin, et ça, je pense que ça fait mal à chacun de nous et aussi aux entreprises, mais il faut avoir ce courage, cette lucidité que tout ne nous permet pas de respecter ces frontières planétaires.
Voilà. Et quand le secrétaire général de l'ONU, il y a 2 ans ou 3 ans à la COP, disait nous avons collectivement le choix à faire entre la coopération et le suicide collectif, c'est malheureusement encore aussi d'actualité. Et donc pour les entreprises avec d'autres acteurs, c'est peut-être à la fois un rôle, moi ce que j'appelle la responsabilité politique de l'entreprise et de ses dirigeants, dire une entreprise peut essayer d'agir sur ce vis-à-vis de quoi elle a des marges de manœuvre au sens d'une responsabilité immédiate à l'égard, je ne sais pas, de la pollution de la rivière liée à son industrie ou autre, ou les critères de rémunération de ses salariés, voir le regard qu'elle peut avoir à l'égard des chaînes de sous-traitance. Là, on trouve tout l'enjeu du devoir de vigilance. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels il faut changer des règles du jeu. Donc, tous les débats actuels sur la directive de la CSRD, là, qui est quand même un peu vidée d'une partie de sa substance, mais qui est quand même un effort pour obliger les entreprises à nous montrer, à nous tous et toutes, les effets du réchauffement climatique ou des questions écologiques sur leurs finances, mais aussi, à l'inverse, comment leur cœur de métier et leur manière de vouloir maximiser le profit a aussi des effets délétères sur les écosystèmes et sur les personnes. Et donc, ce genre de choses, je trouve, aujourd'hui, est quand même, pour moi, un élément très important pour favoriser plus de lucidité collective en fonction des secteurs d'entreprise, sur les points qui font mal. Et pour éviter aussi des usines à gaz de reporting ou autres, mais de se dire quels sont les points sur lesquels les entreprises de tel ou tel secteur doivent vraiment avancer. Et qu'il puisse y avoir aussi des débats collectifs sur la manière dont nous sommes prêts à vivre avec moins. Enfin, typiquement, la citation du pape que j'ai lue tout à l'heure, elle nous invite aussi à nous dire, voilà, d'ici... c'est tout ce qu'un certain nombre de jeux pédagogiques essayent de nous aider à faire, c'est d'envisager un monde dans lequel on ne prend pas l'avion tous les 4 matins, dans lequel on se dit, mais on va raisonner nos choix de mobilité aussi, et puis essayer d'aller vers les voitures électriques, essayer de mutualiser au maximum, de consommer moins de viande. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont nous aider à réduire fortement l'empreinte carbone. Et ça, on a des leviers. Et il y a quand même... c'est pas du tout rien. Et il me semble que là-dedans, les entreprises ont vraiment un rôle fort à jouer en termes de communication sur des trajectoires de transformation. Bon, donc il y a tout un vocabulaire, redirection, économie régénérative. Alors là maintenant, c'est l'entreprise robuste, voilà. Et il y a plein de très belles images. Après, toute la question, c'est de faire en sorte que ça soit pas juste des beaux mots, mais que ça se traduise véritablement dans les pratiques. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de leviers à disposition si on veut les actionner. Alors, j'ai une question assez rapide de vocabulaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la coopérative Oasis ? Oui, alors c'est un réseau... Oui, pardon, c'est tout ça. Alors, le mouvement Colibri, parce que c'est l'ancêtre de la coopérative Oasis, enfin, il existe toujours, mais la coopérative Oasis, c'est l'émanation de ce mouvement qui avait été créé un peu sous l'impulsion de Pierre Rabhi, donc qui est celui qui a parlé avant le pape François de la sobriété heureuse. Voilà, et c'est Mathieu Labonne qui était le directeur du mouvement Colibri, qui en fait s'est dit qu'il a beaucoup soutenu le développement d'éco-lieux, d'éco-villages en France, en se disant finalement ce sont ces initiatives de personnes qui sont de tous âges. Mais il y a un certain nombre de jeunes retraités qui se disent voilà, je vais me mettre avec d'autres et on va essayer de tester. C'est de l'habitat partagé plus, si on veut, avec l'idée d'être souvent dans des lieux, alors plutôt en zone rurale, mais il y en a aussi maintenant qui commencent à se développer dans des villes pour essayer de favoriser de la mutualisation, d'être énergie bas carbone, d'essayer de s'inscrire aussi dans un territoire. Enfin, il y a plusieurs critères qui font que des lieux disent, voilà, on répond en gros aux critères qui nous permettent de nous dire qu'on est sur des trajectoires de vie plus sobres et conviviales et solidaires. Et la coopérative Oasis a été créée avec l'idée qu'il s'agissait aussi de trouver des financements pour pouvoir soutenir la création de ces écolieux.
qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, reprennent aussi des vieux bâtiments, un peu comme nous, la Forge. Alors, nous, on a la chance d'être soutenus par quand même une congrégation qui reste propriétaire et qui nous met le lieu. On a un commoda, donc une mise à disposition gracieuse du lieu, avant d'aller vers un bail amphithéotique. Mais voilà, il y a des lieux dans lesquels il y a des collectifs qui ont réuni quelques moyens, mais qui ont besoin d'être soutenus. Et du coup, la coopérative Oasis est toute une structure. Il y a eu des financements de la Caisse des dépôts pour faciliter des prêts à taux préférentiel sur 10 ans, et puis de l'accompagnement aussi, à la fois humain, parfois technique, sur certains aspects juridiques ou autres. Et donc, voilà, il y a aussi une pépinière de la coopérative Oasis, avec des porteurs de projets qui se forment pendant un an avant de développer leur écolieu. Une question très personnelle, mais que je pense que tout le monde se pose. Qui vous inspire, à part le Seigneur, bien sûr, Saint François d'Assise ou chaque rencontre dans la fragilité de l'autre? C'est une très belle question. Après, c'est vrai que j'ai eu ce que j'aime bien appeler mes racines du ciel. Déjà, puis après, il y a les personnes qui nourrissent aussi pour moi voilà, comme dans la question, c'est ça, ces rencontres de chaque jour qui me donnent beaucoup d'espérance en fait, parce que de voir des gens merveilleux qui s'engagent de plein de manières différentes, et que ce soit ceux avec lesquels mes chers forgeois avec lesquels je partage la vie quotidienne, mais aussi voilà, des salariés ou des bénévoles qui viennent au campus, des professionnels que je rencontre ou avec lesquels je travaille sur ces sujets de réforme des entreprises depuis des années. Et puis alors dans les grandes figures qui m'inspirent, c'est vrai que Laudato Si est traversée par la figure de Saint François d'Assise. Et je pense que quand on dit que c'est le patron des écologistes, je pense que c'est vraiment une figure magnifique, parce que précisément d'être à l'écoute du cri de la terre et du cri des pauvres, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Après, je dois dire que moi, depuis des années, grâce au fur et à mesure, j'ai par exemple Dietrich Bonhoeffer, le pasteur protestant, voilà, je l'avais découvert quand je faisais mes études de théologie. Simone Veil, aussi la philosophe, et aussi pour moi une figure très, très, très marquante. Et puis, voilà, il y a comme ça, voilà, ensuite, soit des poètes ou autres des personnes de différents horizons qui sont pour moi des lumières, et chacun à leur manière, et chacune à sa manière. Et de fait, je pense que c'est aussi, on parlait des héritages, vous parliez des héritages, Père, et c'est vrai qu'on s'inscrit toujours dans une continuité avec des personnes qui nous marquent particulièrement, des figures qui nous nourrissent. Et là aussi, je trouve que c'est extraordinaire de voir, et alors je ne vais pas parler de Marie-Eugénie aussi, Sainte Marie-Eugénie, la fondatrice de l'Assomption, dont le terme de dégagement joyeux, qui est un peu la formule qui dit l'esprit de l'Assomption, est pour moi une lumière permanente. Et je trouve une attitude dont elle ne parlait pas d'un point de vue écologique, mais qui, de mon point de vue, était profondément écologique, se dégager de tout ce qui est inutile. Elle nous disait peut-être des plaintes, parfois des retours sur soi, mais aussi de tout ce qui nous encombre dans nos vies, pour nous laisser dégager, pour nous engager. Et joyeusement, c'est-à-dire, alors c'est pas en disant cuit, le monde est beau, tout est facile, c'est pas tout rose, mais de quelque chose de la joie pascale, et qui vient de cette suite du Christ qui a traversé la mort et qui nous appelle à le suivre, voilà, et nous dire que c'est la lumière et les petites lumières de chaque jour qui peuvent nous accompagner. Une question pour vous deux, finalement, maintenant, Père et ma sœur. Comment l'Église peut-elle mobiliser les écoles chrétiennes pour montrer le chemin de la conversion écologique et rendre par là une espérance aux générations de demain? Et une deuxième qui vient juste derrière. N'y a-t-il pas un déficit de formation ou de sensibilisation de nos prêtres à la question de l'écologie? Peut-être les écoles, vous faites peut-être des choses, non? Vous avez sûrement des initiatives avec les écoles. Oui. Je vais écouter pour savoir si on peut faire après. Alors, moi, au quotidien, je suis plutôt en lien avec le monde des établissements d'enseignement supérieur. Alors, cela dit, là, je pense que la question, c'était aussi pour les écoles primaires, secondaires. Il y a évidemment des tas de choses à faire, il y a des tas de choses qui se font.
et sans doute de la mutualisation aussi possible. Alors je sais que Xavier de Benazet était j'oublie le titre là qu'il avait, maintenant il est quasiment plein temps au Châtelard, mais il était le délégué Laudato Si de son provincial, et donc il essayait de soutenir aussi le réseau des établissements scolaires jésuites sur ces questions Laudato Si de transition écologique et sociale. Voilà, et en se disant, et moi je me disais, mais oui, tu fais des tas de trucs là, mais alors donne pour le réseau Assomption. Donc on a aussi un réseau de 15 établissements scolaires réseau Assomption. Je pense que dans tous les diocèses, il y a aussi dans les écoles des groupes qui se créent, des groupes Laudato Si. Toute l'initiative Église verte, finalement, elle se décline aussi de différentes manières. Nous, nos communautés de l'Assomption, elles sont devenues aussi membres d'Église verte, mais je pense qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont proposées pour les écoles. Mais alors, dans le détail, je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà, il y a plein de choses qui sont à l'initiative, d'ailleurs souvent aussi d'élèves. Je sais que dans le réseau Assomption, il y a des délégués écologiques là, et l'année dernière d'ailleurs ils sont tous venus une journée au campus, et c'était très chouette d'entendre parler de la manière dont eux-mêmes parlaient de ce qu'ils vivaient dans leur univers scolaire. Et puis, ils ont pris, je crois, un certain nombre d'idées sur la possibilité de faire des potagers même urbains, etc. Et puis de se préoccuper de tas de choses, y compris dans les cours. Et là, je pense qu'il y a aussi encore pas mal de choses à faire pour éviter, parce que j'entends aussi quand même qu'il y a un peu le reflux à l'échelle internationale. Je crois qu'on le voit un peu dans les établissements aussi, avec parfois une fatigue de certains qui disent mais en fait on trie les déchets, etc. Et on en a marre de faire tous ces petits gestes. Enfin, c'est vraiment... Alors moi je dirais pas que c'est le petit bout de la lorgnette, parce qu'en fait l'écologie ça passe par ces gestes très concrets et qui nous mettent dans une dynamique. Mais si on n'a pas en même temps une vision très positive et puis joyeuse et solidaire de tout ça, effectivement ça va être un peu le pain-somme ou le truc qui est en fait un peu anecdotique quand même par rapport à l'ampleur des problèmes. Et donc là, il y a vraiment, je pense, de la part il me semble, des aumôneries, l'enjeu aussi à travailler avec des professeurs de différentes disciplines pour pouvoir montrer qu'il y a un lien entre tout ça. Et je pense là, un des établissements là, de l'Assomption à Montgré, là, près de Lyon, il y avait justement une prof de philo aussi documentaliste, qui est une femme extraordinaire pour essayer justement de relier cette dimension à la fois du point de vue de la philo, de ce qu'elle proposait dans le centre de documentation, et en lien avec l'équipe d'aumônerie. Et donc je pense que tout ça, c'est aussi ce que vous rappeliez du tout est lié, et d'une invitation à essayer de décloisonner aussi et que ça ne soit pas qu'une affaire de petites actions séparées les unes des autres. Je pense que dans l'enseignement catholique, c'est un chantier qui est en cours. Il y a des établissements où il y a une sensibilisation, une sensibilité même à ces questions écologiques qui existent. Par exemple, je pense dans les cantines, j'ai visité des établissements où justement on ne te sert. Enfin, il y a des choses très très précises. Ne prends pas trop de choses. Les élèves, quand ils ramènent une assiette à moitié pleine, on leur dit, écoute, non, ça va pas. Enfin voilà, une espèce d'éducation qui se fait. Il y a aussi un tri qui se fait aussi, des choses assez concrètes. Je pense que il faudrait mettre un peu plus le paquet, pour dire les choses honnêtement. Et il faudrait peut-être, au niveau de la direction de l'enseignement catholique, mais je sais qu'il y a des tas de choses qui se font quand même, donc je ne veux pas être trop critique, mais je suis pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a un souffle qui n'est pas encore très puissant. Voilà, j'ai envie de dire ça et je le reconnais. Et c'est sans doute quelque chose à travailler. Moi, j'aimerais bien dans le diocèse, j'ai quelques idées sur un lieu où on pourrait faire des choses. J'aimerais bien qu'on ait, même aussi, alors dans les paroisses, on a les enfants du caté, on a tout ça. J'aimerais bien qu'on ait un lieu un peu pédagogique, ça existe dans un certain nombre de diocèses, où on peut emmener les enfants, les jeunes, et où on leur fait prendre conscience de, du cycle un peu de la vie, que tout est lié, enfin leur faire prendre conscience un peu une conscience un peu écologique, un peu forte. Et moi j'aimerais bien que dans le diocèse on ait un lieu ne résout pas tout, mais ça peut aussi dire quelque chose
pour sensibiliser un peu nos communautés. Il y a les églises vertes, il y a des paroisses qui sont assez églises vertes, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Alors les prêtres, ben, vous avez tous les genres de beauté, hein, vous savez, dans le genre, j'en connais qui sont très écolos, d'autres absolument pas. J'en connais. Alors, dans la formation des prêtres, bon, bah, comme tout le monde, ils vont lire un peu la doctrine socialiste. Alors, les séminaristes qui arrivent, c'est quand même des jeunes de leur génération d'aujourd'hui. Donc, c'est un certain nombre sont. Enfin, je pense à un séminariste avec qui j'ai beaucoup discuté, qui doit être maintenant en théologie. La question de l'écologie est une vraie. Enfin, c'est des questions qui portent comme d'autres jeunes de sa génération, avec des questions même parfois d'une certaine anxiété écologique et se demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des choses. Donc, parmi les séminaristes, donc les futurs prêtres, on a des jeunes de cette génération pour qui la question écologique n'est pas du tout une question absente, parce que cette génération la rencontre. Alors certains la rencontrent en la laissant de côté, et d'autres la prennent plus à bras-le-corps. Voilà, donc peut-être que là aussi, il y a un accent à mettre un peu plus. Alors après, dans les études, cette question-là est aussi posée. Hein. Ils font de la philo, ils font un peu de morale sociale. Puis après, vous savez, c'est pas parce qu'on fait des cours enfin, la formation, c'est pas que des cours. La formation, c'est arriver à trouver un dynamisme chez les personnes qui va les inviter à agir et à prendre la chose en main. Voilà. Il suffit pas de faire des cours là-dessus pour que ça marche. Mais voilà. Et puis je pense que bon, aussi dans les communautés chrétiennes, je connais telle ou telle paroisse où on sensibilise avec des choses un petit peu symboliques. Il y a un potager avec la permaculture, il y a un certain nombre de choses. Il y a une réflexion sur un petit peu dans la paroisse, sur l'énergie, sur les papiers, sur la photocopieuse, sur pas mal de petites choses. Je pense que vous disiez que les petites choses, c'est important. Il faut commencer par là, voilà, hein, je pense. Voilà. Il y a sans doute à faire mieux. Voilà. Comme évêque, j'ai envie de dire, on peut sûrement faire mieux dans notre diocèse, en tout cas. Mais bon, c'est pour ça qu'on a une conférence ce soir. Et puis, tous ceux qui vont repartir d'ici vont peut-être... Alors, il y a une série de remarques et questions qui prolongent un petit peu tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, il y a une première question qui, constatant qu'on dit beaucoup, le pape a dit, le pape a signé. Bon, après les 10 ans de Laudato Si, est-ce que ce n'est pas le moment d'assumer davantage la dimension collective de la parole ecclésiale sur le sujet ? Une autre question, dans les équipes Église verte, on en reste souvent au petit pas et à l'admiration de la création. Comment passer à plus grand ? Alors après, il y a des questions qui touchent le reflux. Hein, on sent bien que ce n'est pas si facile actuellement, ça l'a jamais été vraiment complètement, mais là, il y a quand même vraiment des gros obstacles. Et bon, il y a des obstacles où une personne donne un exemple de personne climato-sceptique qui s'est trouvée opposée à elle. Et cette personne nous disait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on a quelqu'un de vraiment complètement climato-sceptique et peut-être un peu brutal ? Bon, est-ce qu'il y a moyen de faire face globalement au reflux actuel vis-à-vis de l'écologie ? Alors, le reflux par rapport à l'écologie peut être aussi le produit de votes. Ce n'est pas forcément des petites choses comme ça qui sont lancées. Les Suisses ont voté, par exemple, quand on leur demandait est-ce qu'il faut modifier l'industrie en Suisse parce que ça émet du CO2 ou pas, ils ont dit non. 65%. Or, on sait finalement qu'il y a une corrélation, un lien assez clair entre le CO2 émis par personne et les revenus. Donc, les Suisses, bon, d'accord. Et puis, la dernière question là-dessus, question double, comment contrer le grand recul actuel sur les questions environnementales, quand l'argent public s'oriente vers l'Europe de la défense, quand les règles vont vers une simplification administrative pour accroître la compétitivité des entreprises. Là, on est sur une question un peu plus politique. Et comment, finalement, arriver à transmettre l'espoir aux jeunes ? Alors, ce qui me venait d'ailleurs, après vous avoir écouté sur la formation des séminaristes, c'est une question peut-être liée, qui nous concerne tous vis-à-vis de la notion de péché
et voilà. Alors il y a le sacrement de réconciliation où bien souvent, je pense que nous pensons à nos propres attitudes très personnelles, mais sans nous poser beaucoup de questions sur des enjeux qui peuvent être liés à la question écologique ou sociale. Parce qu'au fond, elle est plus diffuse. Et ça, c'est quelque chose qui me semblerait très intéressant et important, et même prioritaire peut-être à travailler en Église et comme chrétien, c'est de nous dire, et ça rejoint la question sur la dimension collective des enjeux, et ensuite ça touche à la question peut-être de la résistance face à ce qui est en train de se déployer aujourd'hui, où on se sent peut-être impuissant, mais peut-être qu'il y a aussi une capacité d'action insoupçonnée que nous pourrions mobiliser collectivement. C'est de se dire, mais finalement, nous sommes complices de maux structurels, d'injustices structurelles. Et en fait, quand on parle c'était Sollicitudo Rei Socialiste, dans lequel le pape Jean-Paul II avait parlé des structures de péché. Et je pense que cette notion de structure de péché structurel, d'injustice structurelle, il devrait pouvoir nous aiguillonner aussi sur la manière dont nous, comme consommateurs, parfois comme producteurs, etc., nous pouvons être parfois à l'initiative, ou en tout cas, j'aime beaucoup tout le travail qu'a fait le théologien Matthias Nebel. En 2006, il avait écrit sa thèse sur la catégorie morale de péché structurel, et dans lequel il nous invitait à regarder différents types de mots, MAUX, et puis surtout de se dire, en fait, nous n'avons pas tous... sans doute pas tous les mêmes responsabilités parce que nous ne nous situons pas de la même manière vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions. Il distinguait finalement des responsabilités par omission, en disant ça, c'est par exemple quand on laisse faire des choses mais on n'est pas directement impliqué, on sait que ça se passe, on n'a pas envie de voir. Et du coup, voilà, c'est une première manière d'être concerné par quelque chose, mais en fait de ne pas faire l'effort, peut-être de s'y intéresser davantage et éventuellement d'élever la voix, de se mobiliser en association de consommateurs ou autre. Voilà, donc responsabilité par omission. Ensuite, c'est responsabilité par collusion. Alors, il distinguait collusion ou collaboration, mais je pense qu'on peut les mettre à peu près dans le même panier. C'est-à-dire quand on est, par exemple... salarié d'une industrie qui est quand même problématique, et de se dire qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ça ne veut pas dire qu'il faille forcément quitter cette entreprise, mais peut-être qu'il y a une interpellation possible, notamment, je pense que les grands groupes souvent ont une mission qui définit quelque chose qui a toujours à voir avec l'intérêt général, enfin, ou une utilité sociale. Dire peut-être comme salarié, je peux aiguillonner, et puis parfois, quand il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à mes convictions intérieures, se dire il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Enfin, voilà, et que ça, c'est des choix très personnels. Mais en tout cas, de se dire comment, par la place qu'on occupe avec d'autres, on peut être en collaboration de systèmes injustes. Et puis, finalement, il disait il y a la responsabilité par instigation quand on est soi-même, par exemple, le patron d'une entreprise donneuse d'ordre. Où là, à un moment donné, il y a quand même des gens, alors on peut dire, ils ont des actionnaires, etc. Alors on peut dire, c'est les investisseurs, mais donc on peut se renvoyer les responsabilités, mais de se dire, il y a quand même des gens qui ont plus de responsabilités, plus de marge de manœuvre en termes de capacité d'action que d'autres. Et du coup, je trouve intéressant dans cette analyse sur différents types de responsabilités, donc ça rejoint toujours l'idée de responsabilité commune et différenciée, de nous interroger comme chrétiens, là où nous sommes, nous dire, voilà, et peut-être comme Français aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans cette société de plus en plus polarisée. Alors, je ne veux pas aussi faire de polémique sur la taxe Zuckman ou autre, mais en fait, alors, si je raisonne en termes de philosophie morale, et de critères, il y a un moment donné, ou en tout cas sur le financement de la transition écologique, il y a quand même des critères de se dire ceux qui ont la capacité à payer doivent payer. Enfin, ceux qui n'ont pas la capacité à payer, ils ne peuvent pas payer. Donc, à un moment donné, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on répartit les efforts, selon quels critères. Dans la pensée sociale de l'Église, il y a eu cette idée de l'option préférentielle pour les pauvres. Ça veut bien dire qu'il y a du partage nécessaire et peut-être en amont un certain nombre de choix dans lesquels ceux qui ont... peut-être les moyens de voir des possibilités d'action différentes, de redirection, ceux-là, ils ont une responsabilité particulière à exercer. Et donc, voilà, je trouve que la réflexion que nous pourrions avoir en termes
de lutte contre les injustices structurelles, en se disant que, voilà, bon nombre d'entre nous, beaucoup de choses sur lesquelles on n'a absolument pas prise, mais peut-être qu'il y a quand même des espaces collectifs dans lesquels nous pouvons nous entraider et nous entraîner à agir différemment, à porter une voix et puis qui fait boule de neige. Et c'est comme ça, Serge Moscovici parlait du rôle des minorités actives. C'est dire, je crois, sociologiquement, on sait que s'il y a à peu près 5% d'un groupe qui se met à agir, ben ça peut entraîner une transformation profonde. Et donc, c'est aussi réjouissant de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin que tout le monde soit impliqué, mais il en faut qu'il soit un peu en impulsion de mouvements collectifs. Et donc ça, je trouve que d'un point de vue spirituel, c'est quand même une invitation à ne pas rester uniquement dans le regard sur ce qui est dans ma toute petite sphère, c'est aussi se dire que finalement, il y a ces responsabilités partagées. Et c'est une manière, il me semble, alors je ne sais pas du tout comment répondre, je pense malheureusement, à la question de comment résister au reflux actuel. Alors, l'autre jour, je suis tutrice d'une étudiante qui vient de faire son apprentissage chez BNP Paribas, qui n'est pas la banque la plus... Enfin voilà, les banques ont tout un certain nombre d'enjeux systémiques là, à affronter. En tout cas, celle qui était la directrice du stage, elle s'occupe des enjeux largement liés à la CSRD et tout ça. Et elle me disait, bon, c'est vraiment le reflux et c'est terrible. Et elle dit, au moins, moi je me dis, il faut essayer de... éviter que ça se dégrade encore plus et d'essayer d'interpeller en interne pour voir comment on peut, je ne sais pas si c'est dire sauver les meubles, en tout cas éviter qu'il y ait une espèce de course en avant, de débandade, quoi, où les gens se disent, et puis avec un Trump qui dit, en fait, tout est permis, donc c'est quand même la porte ouverte à toutes les dérives et à toutes les irresponsabilités, criminelles. Et donc, ça, je me dis, comment est-ce que nous pouvons exercer une veille aussi et aussi peut-être se dire tout n'est pas dissible. Moi, voilà, j'essaye de lire des journaux différents, mais quand même, il y a vraiment des contre-vérités. C'est quand même très perturbant ça, et de se dire comment est-ce que nous essayons d'éclairer, de débattre. Je trouve que la Croix fait aussi un bon boulot en invitant à dire, inviter à discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et qu'entre chrétiens, d'essayer de le faire, c'est aussi peut-être arriver justement à avancer ensemble et à trouver des chemins, mais sans se faire piéger en fait par un discours qui est vraiment mensonger. Donc, et là, je pense que quand même Jésus nous invite à ce courage d'une parole qui parfois dérange, ce que vous disiez. Encore peut-être une question. Comment faites-vous pour prendre en compte ce que nous disent les plus pauvres des problèmes d'écologie? Comment arriver à valoriser leur expérience, qui peut être une expérience de sobriété pas forcément choisie? Merci. Alors ça, c'est un des sujets qu'on a beaucoup aux facultés Loyola avec toute l'équipe, avec Étienne Grieux, Frédéric-Marie Leméoté, Laure Blanchon, François Audinet, toute l'équipe qui est vraiment dans cette ce travail avec les plus pauvres ou vulnérables, fait d'écouter leur voix, de se laisser enseigner. Et je dois dire, alors moi, je me sens toute petite par rapport à ça, parce que, de fait, dans mon expérience de vie quotidienne, je n'ai pas la même expérience. Et moi, ils me font intervenir parfois parce qu'on se dit, eux, la question écologique, ils la traitent moins. Donc, on a quand même regardé ensemble, lu ensemble des textes écrits par des personnes d'ATD Carmonde ou autres, le réseau Saint-Laurent, et se dire comment... et je crois que c'est Xavier de Benazet qui avait cette image de se dire, d'une certaine manière, quand on est davantage sur les questions écologiques, on a tendance à satelliser la question sociale, et inversement, quand on est engagé auprès des plus pauvres, à regarder un peu moins les enjeux plus macro-écologiques. Et alors après, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, et là, si je reprends l'expérience que je vis au quotidien au campus, c'est déjà, pour moi, une manière de se dire, on a eu des tensions
parce que le mélange des mondes n'est pas si facile, y compris avec des salariés qu'on avait embauchés, viennent de milieux notamment de la restauration classique, et dans lequel est plutôt de milieux de catégories socio-professionnelles moins privilégiés que la plupart de ceux qui habitent sur place avec des diplômes. Et se dire, déjà, ça, en fait, l'écoute de la voix de personnes plus vulnérables, c'est aussi le fait des gens qui ne vont pas parler en CNV, en communication non violente. Et que, voilà. Et d'accepter et de se dire, oui, et puis de se dire, parfois on est plein de ces convictions, mais en fait, eux ont une autre expérience, et du coup, les priorités ne sont pas les mêmes. Et d'accepter ça, ce temps, cette patience à avoir, de se dire de se laisser interroger par la manière dont nos attitudes et les miennes, parfois, en fait, bloquent et ferment, et que parfois, on est toujours porteur. Moi, voilà, je suis... parfois, je suis quand même, pour certains, je suis la chef, quoi. Enfin, parce que je suis la présidente de l'association. Et en fait, du coup, de se dire que voilà, le Christ nous appelle à vivre l'autorité comme un service, mais au quotidien, c'est pas facile du tout de se dire comment être vraiment dans cette logique de l'écoute du plus pauvre ou du plus vulnérable. Donc c'est vraiment pour moi une invitation à essayer d'être à l'écoute. Un immense merci à vous deux. Non, à vous aussi, Monseigneur Capi. à vous deux. Très, très rapidement, il y a d'autres rendez-vous sur le diocèse. Et en Île-de-France, sur l'anniversaire de Laudato Si, vous avez au fond de la salle, et puis il y aura des petits flyers pour les rendez-vous franciliens. Côté diocèse, on a une journée d'études le 27 novembre et puis la rencontre communique du 8 mai aussi qui sera autour de cette thématique-là. Cécile l'a un tout petit peu soufflé, mais je crois que si chacun peut contribuer un tout petit peu à soutenir le campus, ça peut aider. D'autant plus que voilà, c'est aussi l'expérience du campus qui vous fait dire ce que vous dites aujourd'hui, quoi. Voilà, donc c'est aussi une manière de vous remercier et de soutenir le campus. Il y aura 2 membres de la pépinière au fond de la salle pour prendre vos dons. Et on peut aussi, sur le site du campus, soutenir. Voilà, et pour conclure, comme ça a été réclamé tout à l'heure, je vous propose qu'on dise la prière qui est en fin d'encyclique. Enfin, il y en a 2, mais on va lire la prière pour la terre. Alors, je suis désolée, il n'y a pas d'affichage, donc je vais vous la dire. Ceux qui ont l'encyclique peuvent. Hein, mais... Voilà. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.